Les voies ferrées d'Hitler, artère vitale du Troisième Reich. Sans les voies ferrées, l'Allemagne n'aurait jamais pu faire la guerre. Une infrastructure essentielle avec un lourd secret. Personne ne peut y échapper. Le train est partout. Qui va faciliter la pire atrocité de l'histoire. Les trains jouent un rôle essentiel en conduisant les Juifs de toute l'Europe jusqu'au centre de mise à mort. 6 millions de Juifs assassinés par un régime sans pitié. Les trains arrivaient ici et les gens étaient débarqués. Il y avait ceux qui allaient directement à la chambre à gaz. Voici l'histoire des trains de la mort hitlériens. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Le 6 juillet 1942, le chef de la SS, Heinrich Himmler, se rend au camp d'Auschwitz. Il a ordonné au commandant du camp, Rudolf Höss, d'agrandir le site afin de le convertir en centre de mise à mort des Juifs. Débarquement, séparation des hommes et des femmes, sélection et élimination. Cela me paraît bien organisé, commandant. Mais préparez-vous à travailler encore plus fort. Auschwitz va recevoir beaucoup plus de convois à l'avenir. Le transport des victimes jusqu'au camp dépend de l'immense réseau ferré allemand. L'historien James Holland est venu en Pologne pour comprendre le rôle des chemins de fer dans la mort de millions de personnes. C'est l'un des vestiges les plus glaçants de la Seconde Guerre mondiale. Le corps de garde d'Auschwitz-Birkenau. Auschwitz est le plus grand de tous les camps de concentration. Bon sang. C'est gigantesque. Les dimensions sont vraiment ahurissantes. Il a fallu évacuer 8 villages pour ça. Le camp principal était ici. Birkenau a été complètement rasé. Il faisait 170 hectares. C'est absolument monstrueux. Et voici la voie ferrée. C'était vraiment le terminus. C'était un camp d'extermination. Cet endroit a été construit pour le meurtre à l'échelle industrielle. C'est très difficile à appréhender. Les Juifs sont déportés de toute l'Europe. La plupart arrivent en train. La seule façon de gérer l'ensemble du système concentrationnaire, d'acheminer d'innombrables prisonniers vers les camps, c'est par le chemin de fer. L'histoire des camps de concentration commence après la Première Guerre mondiale. La défaite a détruit l'économie allemande et la pauvreté est généralisée. Dans ses discours pleins de haine, Adolf Hitler rejette la faute sur un complot juif. Hitler a toujours été pathologiquement antisémite. Mais pourquoi cette haine? Parce que sa colère et son ressentiment d'avoir perdu la guerre se concentrent sur les Juifs et qu'il s'en sert politiquement. Il faut trouver un coupable. Et ce bouc émissaire, ce sont les Juifs. Il jure de se venger et son message antisémite reçoit le soutien populaire. Les adhésions au parti nazi augmentent.
Heinrich Himmler adhère en 1923 et trace rapidement son chemin. 6 ans plus tard, il est le chef de la milice du parti, la SS. Les SS possèdent un vaste réseau composé de personnel administratif qui va jouer un rôle central dans la propagation de l'idéologie nazie. La persécution des Juifs allemands commence dès l'arrivée des nazis au pouvoir, en 1933. L'antisémitisme est au cœur de leur idéologie. Himmler croit en la supériorité de la race aryenne, en la suprématie aryenne, et il en est l'un des plus fervents avocats. Les lois de Nuremberg excluent progressivement les Juifs de la société allemande. Les synagogues sont détruites et les commerces juifs vandalisés. Près de la moitié des Juifs allemands fuient vers d'autres pays européens et vers les États-Unis. Mais 300 000 d'entre eux restent sur place. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Hitler dirige les opérations depuis l'America, son train privé. Ce centre mobile de commandement possède tout ce dont il a besoin pour rester en contact permanent avec ses généraux sur le front. La Pologne tombe en 5 semaines et les nazis ont désormais tout pouvoir sur une population juive presque 7 fois plus nombreuse qu'en Allemagne. C'est ce qui pousse Himmler à appliquer des mesures plus dures envers les juifs polonais qu'envers les juifs allemands. En somme, les nazis livrent 2 guerres, une pour prendre des territoires et une autre idéologique, contre les juifs. Himmler veut extraire les juifs de la société polonaise. Son bureau émet l'ordre de les isoler dans des quartiers fermés au sein des villes et des agglomérations, les ghettos. La première mesure est la concentration des Juifs de la campagne dans les grandes villes. Très bien. Tenez-moi au courant des progrès de l'opération. Les nazis établissent des ghettos près des principaux embranchements ferroviaires. Les plus grands se trouvent à Varsovie, Lodz et Cracovie. Entre octobre 1939 et décembre 1940, la quasi-totalité des 2 millions de juifs polonais est enfermée dans les ghettos. Ils sont placés dans des secteurs confinés, une toute petite partie de la ville, dans des logements insalubres, où des familles entières vivent dans une seule pièce. Les conditions de vie y sont inhumaines. Les Allemands limitent la quantité de nourriture qui entre dans le ghetto. Sa principale caractéristique, c'est que la population n'a rien à manger. Les gens meurent de faim, mais également de maladies, car les épidémies se répandent rapidement dans ce lieu surpeuplé. Mais les ghettos ne sont qu'une solution temporaire. Alors que les combats s'intensifient, les nazis s'aperçoivent que les jeunes juifs en bonne santé pourraient largement contribuer à l'effort de guerre. À mesure que le Reich s'étend, il a besoin de forces d'occupation et bien sûr de combattants, ce qui implique une pénurie de main-d'œuvre dans les usines et sur les chantiers. Où la trouver? Eh bien chez les prisonniers de guerre, avec le travail forcé. Et tous ces gens contraints de travailler contre leur gré ont besoin de camps. Des camps d'où ils ne pourront pas s'échapper. Les plus grands sont construits près des embranchements ferroviaires, à Auschwitz, Buchenwald et Sachsenhausen. En mars 1942, il existe 13 camps de concentration principaux. Les conditions sont terribles, mais ce ne sont pas encore des centres d'extermination organisés. Les Juifs et les autres ennemis du Reich, dont les Polonais, les communistes, les témoins de Jéhovah et les homosexuels, y sont déportés. Grâce à leur réseau ferroviaire, les nazis peuvent accroître leur rayon d'action, projeter leur pouvoir, garder la maîtrise. Désormais, les camps desservis par le Reich travaillent pour le Reich.
L'archéologue Tony Pollard explore le camp de concentration de Gross-Rosen, au sud de la Pologne. À la fin de la guerre, c'est l'un des plus grands. Les prisonniers y arrivent en train de tous les coins du Reich. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. La seule façon dont le travail vous rendait libre ici, c'était de mourir. Les nazis faisaient travailler les gens jusqu'à ce que mort s'en suive. Les prisonniers ne sont pas là par hasard. Ils servent d'esclaves dans l'immense carrière de granit adjacente. Il reste des vestiges qui donnent une idée de l'ampleur des opérations. On dirait un téléphérique. Mais c'est le système qui était utilisé pour convoyer la roche hors de la carrière. Une poulie permettait de soulever des wagonnets et de les descendre dans le cratère. Au fond, les prisonniers chargeaient la roche à la main, parfois d'énormes blocs. Puis ils treuillaient les wagonnets jusqu'en haut. Ils étaient alors déposés sur une voie étroite qui rejoignait la gare principale. Après quoi, le granit est transporté par rail jusqu'aux confins de l'Empire allemand. On voit ce lieu autrement quand on descend au fond de la carrière. Ce vide représente les centaines de milliers de tonnes de matières premières expédiées ailleurs, bien évidemment par train. Et tout ce granit était utilisé par les nazis pour bâtir leur empire. Ce qui a été extrait ici, ce sont les matériaux de construction du Troisième Reich. La pierre sert à construire des édifices publics, des ponts et des routes. Certains blocs sont si gros qu'ils ne rentrent pas dans les wagonnets. Il faut alors les briser, ce qui se fait à la main, avec des pioches et des masses. Et comme si ce travail éreintant ne suffisait pas, imaginez des gardes SS tout autour de la carrière, surveillant chacun de vos gestes. Et si vous ne faites pas votre part, une bonne journée de travail selon leurs critères, l'issue peut être fatale. Le camp de Gross-Rosen était célèbre pour la rigueur de son régime. C'est cauchemardesque. C'est tout ce que je peux dire. C'est un paysage de cauchemar. Les prisonniers arrivent souvent épuisés et les conditions de vie font des ravages. C'est une source de main-d'œuvre inépuisable, totalement renouvelable. Ils n'ont aucun intérêt à maintenir les gens en vie longtemps. Donc, ils les affament en leur donnant des quantités de nourriture totalement ridicules par rapport à l'effort physique fourni. À Gross-Rosen, l'espérance de vie moyenne ne dépasse sans doute pas 3 semaines. Mais le train l'approvisionne constamment en main-d'œuvre asservie et le camp continue à fonctionner. C'est l'échange de 2 produits de base. C'est terrible d'employer ces termes en parlant d'êtres humains, mais c'est exactement ainsi que les nazis les considéraient. Avec la guerre, la demande pour les matières premières et autres marchandises augmente. La superficie du camp s'accroît considérablement. À la fin, plus de 100 sous-camps, les principaux reliés par voie ferrée, portent la capacité de Gross-Rosen à 80 000 prisonniers. Chaque camp a sa spécialité, son rôle à jouer, soit dans l'industrie pour fabriquer des munitions et des armes, soit, comme à Gross-Rosen, pour extraire de la matière première. Et tous dépendent des chemins de fer pour l'acheminement. La face obscure du réseau ferroviaire, c'est le transport des victimes des camps de concentration. On déplace des personnes pour qu'elles servent d'esclaves. Le train ne sert pas qu'à acheminer la main-d'œuvre jusqu'au camp.
En juin 1941, Hitler déclare la guerre à l'Union soviétique. À l'automne, les forces allemandes avancent vers l'est en direction de Moscou. Le réseau ferré nazi s'étend désormais dans une bonne partie de l'URSS. Au total, il couvre plus de 160 000 km répartis sur 12 pays. Les chemins de fer sont une composante absolument essentielle de la machine de guerre allemande. C'est la seule façon d'acheminer les vivres, le matériel, le charbon, les armes, les hommes, les prisonniers, les juifs, d'un point A à un point B. Sans les voies ferrées, l'Allemagne n'aurait jamais pu faire la guerre. Mais en URSS, les chemins de fer allemands vont être confrontés à un défi de taille. En territoire soviétique, l'armée nazie dépend des hommes et des armes arrivant en train de tout le Troisième Reich. Tony Pollard visite l'ancien dépôt ferroviaire de Gniezno, en Pologne. C'est ici qu'on chargeait et qu'on déchargeait les trains. Ce dépôt est une plaque tournante vitale pour les lignes qui desservent l'URSS. Les munitions, les troupes, l'artillerie, les chars, tout était chargé ici sur des wagons plats. Le prochain arrêt par là, c'est le front russe. Et si ce dépôt existe, c'est pour approvisionner les troupes allemandes. Ce qui leur permet d'arriver à 30 km de Moscou en décembre 1941. Ce dépôt est le centre névralgique de la guerre. Il s'étend sur près d'1 kilomètre. Ça devait être une véritable ruche. Tandis que l'armée allemande poursuit sa progression à l'est, une part importante de la population soviétique se retrouve sous domination nazie. Quand les Allemands entrent en Union soviétique, ils sont confrontés à des masses de juifs, des millions. C'est bien le problème. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les envoyer ailleurs. Après avoir parqué les juifs polonais dans des ghettos, les nazis vont aller encore plus loin dans l'antisémitisme. Cette fois, il n'est plus question d'enfermement. On assiste à des exécutions de masse. On va chercher les juifs dans les villes et les villages, on les rassemble autour d'une fosse préalablement creusée et on les exécute d'une balle dans la tête. Entre juin et décembre 1941, environ 500 000 juifs, hommes, femmes et enfants, sont ainsi assassinés. C'est un génocide à l'échelle locale, dans un lieu familier, une forêt où on aurait pu aller avant la guerre. Un site de pique-nique devient subitement un abattoir. En août 1941, Himmler se rend à Minsk, en Biélorussie, où il assiste à une exécution de masse aux premières loges. Il en a la nausée. Il trouve ça dégoûtant. Il déplore que ces tueurs soient contraints de subir un tel traumatisme. Il doit y avoir un autre moyen. En Allemagne, les scientifiques expérimentent une autre méthode d'extermination, les camions à gaz. En fin de compte, ils optent pour une troisième encore plus efficace, les chambres à gaz. Sur le front russe, la campagne de Moscou marque le pas. Les militaires ont besoin en moyenne de 75 trains par jour pour acheminer soldats, vivres et munitions. Ils en obtiennent moins de la moitié. Le problème, c'est qu'il n'y a tout simplement pas assez de locomotives pour transporter le matériel de guerre. Malgré 3 mois de combats acharnés et la perte de près d'1 demi-million de soldats allemands, les nazis ne parviennent pas à prendre Moscou. Hitler en tient le chef de la Reichsbahn pour responsable. En fait, les Allemands pensaient gagner en 3 mois, mais ils n'ont pas réussi. Or, tout avait été planifié pour une victoire très rapide. C'est le premier véritable revers pour l'Allemagne. Hitler est furieux. Il limoge le responsable des chemins de fer de l'Est et appelle à Berlin un nazi de longue date et étoile montante du ministère des Transports, Albert Ganzenmüller. Docteur Ganzenmüller, les transports vers l'Est sont en crise.
Mais le Reichsminister Speer m'assure que vous saurez prendre des mesures radicales pour résoudre le problème. Mein Führer, je vous jure que je n'aurai pas de repos tant que la situation ne sera pas maîtrisée. Nous pouvons avoir plus de matériel roulant, accélérer le chargement et le déchargement, et remanier le programme de réparation. Excellent. J'attends les rapports sur vos progrès. Merci, Mein Führer. Ganzenmüller est sous pression. Il doit maintenir le ravitaillement de la machine de guerre à l'Est, mais il a également pour mission de fournir à Himmler suffisamment de trains pour les camps de concentration. Il y avait toujours conflit dans la gestion du réseau ferroviaire entre la priorité donnée à la circulation des personnes et celle donnée à la circulation du matériel de guerre. Il y avait conflit sur les horaires, les ressources, les voies, le matériel roulant. Merci, ce sera tout. Ganzenmüller va tout faire pour donner satisfaction à Himmler, qui exige plus de trains. Un train transportant 5000 juifs circule quotidiennement depuis le 22 juillet de Varsovie à Treblinka, en passant par Malinkia. Un autre également avec 5000 juifs circule 2 fois par semaine de Przemysl à Belzec. Tandis qu'il envoie des dizaines de milliers de juifs dans les camps, il assume également une autre responsabilité exceptionnelle. Il doit superviser le projet pharaonique d'Hitler d'un tout nouveau réseau ferré, emblème d'une race supérieure. Juillet 1942. Les chemins de fer existants fonctionnent à plein régime, approvisionnant l'armée et transportant les prisonniers. Mais le Führer projette la construction d'un nouveau réseau extra large, basé sur un écartement des rails de 3 mètres. Parfait. Ce sera un moyen de transport digne du Reich. Avec des voies d'une largeur augmentée à 3 mètres et des voitures à 2 étages, notre réseau ferré sera considérablement amélioré. Mais pour élargir les voies dans tout le Reich, il faudra poser des centaines de kilomètres de nouvelles lignes et construire de tout nouveaux trains. C'est une idée visionnaire, Mein Führer. Toutefois, cela suppose la construction de nouveaux véhicules. Si on doublait ou triplait le nombre de lignes à écartement standard, cela nous permettrait d'utiliser le matériel et les infrastructures existants. L'écartement actuel est obsolète, totalement inapproprié au transport de masse. Naturellement, Mein Führer. Ganzenmüller s'attelle à la réalisation des projets du Führer. Il sait pourtant que cela détournera des ressources vitales pour l'effort de guerre et qu'il sera d'autant plus difficile de fournir à Himmler davantage de transports de prisonniers. Début 1942, les dignitaires nazis comptent accélérer leur plan d'éradication des Juifs d'Europe. C'est ce qu'ils appellent la solution finale. C'est la première fois qu'ils reconnaissent qu'ils vont organiser des camps d'extermination pour exécuter en masse les Juifs et d'autres populations européennes indésirables. Himmler convoque à Berlin le commandant du camp d'Auschwitz, Rudolf Höss. Commandant Höss, asseyez-vous. Je vous ai demandé de venir de Pologne pour vous confier une chose de la plus grande importance. Le Führer a ordonné la solution finale de la question juive. Nous, les SS, devons exécuter cet ordre. J'ai donc choisi Auschwitz dans ce but. J'espère pouvoir compter sur votre aide et votre coopération dans cette affaire. Bien entendu, Herr Reichsführer. James Holland veut comprendre pourquoi Auschwitz tient une place si importante dans les projets d'Himmler.
La gare de la ville d'Auschwitz est derrière moi, et ces voies conduisaient au camp. Mais le plus intéressant se trouve là-bas. C'est la ligne principale qui mène à Vienne au sud et à Cracovie au nord. Cette ligne était cruciale, non seulement pour pouvoir desservir les camps, mais aussi parce qu'elle était un peu à l'écart, et donc loin des regards indiscrets. C'est là le point essentiel. Sans le réseau ferroviaire, les camps d'extermination n'auraient pas pu exister, car seul le train pouvait y amener les déportés. Auschwitz s'est agrandi en prévision de la solution finale. Un nouveau site est choisi à 2,5 km du camp principal. On l'appelle Auschwitz-Birkenau. Sa capacité totale atteint plus de 100 000 places et, à la limite ouest, 2 fermes sont converties en chambres à gaz. À partir du moment où le génocide devient une entreprise centralisée, le réseau de transport de masse prend une importance cruciale. Les trains jouent un rôle essentiel en conduisant les Juifs de toute l'Europe jusqu'au centre de mise à mort. Pour les nazis, toutes les lignes mènent à Auschwitz. En 1942, près de 200 000 Juifs de 10 pays européens y sont déportés. C'est dans un de ces wagons à bestiaux que tant de victimes ont été amenées ici. Pour la plupart, c'est leur dernier voyage. Je suis en train de le déverrouiller. Bien entendu, c'était exactement comme ça durant ces trajets épouvantables. Quel poids! C'est tellement menaçant, tellement lourd. C'est un wagon à bestiaux. Il n'est pas fait pour transporter des êtres humains. Pourtant, 70 personnes s'entassaient à l'intérieur, parfois plus d'une centaine. Parfois, les femmes devaient prendre leurs enfants dans les bras parce qu'il n'y avait pas de place pour les poser par terre. Ils restaient là 2, 3, 4 jours. C'était barbare, inhumain. À bord, la seule installation sanitaire est un seau en bois. Les gens qui parlent de ce voyage se souviennent de la puanteur. Ils ont un horrible sentiment de honte. C'est la première fois qu'ils s'assoient sur un seau devant 80 personnes ou plus. Le seau déborde vite et les excréments inondent le wagon. Privés d'eau et de nourriture, certains ne résistent pas. Les gens meurent dans les wagons. Ceux qui restent vivent au milieu des morts et se servent des cadavres comme sièges. Les rescapés racontent ces trajets comme quelque chose qui dépasse l'entendement. Pour les survivants, le voyage s'achève sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau. Les trains arrivaient ici et les gens étaient débarqués. Puis la sélection avait lieu. La sélection entre ceux qui étaient affectés au groupe de travail et qui vivraient un peu plus longtemps, et ceux qui allaient directement aux chambres à gaz pour être exécutés. Les familles sont séparées brutalement. Souvent, les hommes sont désignés pour le travail forcé et les femmes et les enfants sont envoyés tout droit aux chambres à gaz. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour se représenter une longue rangée de wagons et les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants terrifiés qu'on fait descendre. Les gardes qui leur crient des ordres, qui les bousculent. C'est vraiment un endroit terrible. Pour la majorité des Juifs envoyés à Auschwitz, c'est le terminus, la fin de la ligne.
Pour un petit pourcentage, c'est le début d'un tout nouveau réseau ferré qui les expédie sur tout le continent européen pour les intégrer dans le vaste système de travail forcé. Mais pour Hitler, les trains ne convoient pas les prisonniers assez vite. Il fait venir Himmler à la tanière du Loup, dans le nord de la Pologne. Reichsführer Himmler, n'oubliez pas que toutes les mesures doivent être prises pour mener à bien la solution finale. Prenez les dispositions nécessaires. Mein Führer, les transports vers les camps de l'Est sont limités par le nombre de trains disponibles. Mon bureau va contacter le secrétaire d'État au transport pour voir comment on peut résoudre le problème. Le réseau ferré du Reich doit assurer l'un des plus vastes mouvements de population de l'histoire. Juillet 1942. Albert Ganzenmüller organise la déportation des Juifs vers les centres de mise à mort, mais pas assez vite au gré d'Himmler. Ce dernier ordonne l'envoi vers les chambres à gaz de près de 2 millions de Juifs polonais des ghettos. Docteur Ganzenmüller, le Reichsführer SS Himmler à l'appareil. Reichsführer, je n'attendais pas votre appel. Écoutez, c'est simple, il nous faut davantage de trains. C'est essentiel si nous voulons réaliser nos projets. Il faut augmenter les transports. Ja, Herr Reichsführer. En mai 1942, les SS d'Himmler font fonctionner dans le plus grand secret 6 centres de mise à mort. Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz. À Auschwitz, l'historien James Holland découvre comment les nazis ont encore accru leur capacité meurtrière. Cette voie ferrée supplémentaire mène au cœur d'Auschwitz-Birkenau. Elle a été posée assez tard, début 1944. Et elle a été construite pour une seule raison, la dernière grande rafle de Juifs européens. 430 000 personnes, surtout des femmes et des enfants, ont été amenés ici en mai, juin et juillet 1944. Les nazis avaient hâte d'achever l'horrible boulot qu'ils avaient commencé. L'extension de la ligne au-delà du corps de garde jusqu'au centre du camp permet au train de s'arrêter beaucoup plus près des chambres à gaz et de se vider plus vite. Là où je marche, c'est littéralement la fin du voyage, car d'un côté et de l'autre se trouvent les chambres à gaz. Au total, 5 installations de gazage fonctionnent pour traiter les nouveaux arrivants. Les prisonniers sont dirigés vers un vestiaire souterrain avant d'être envoyés à la chambre à gaz attenante. Le Zyklon B est versé dans des cheminées sur le toit. Une fois son œuvre de mort accomplie, les cadavres sont transférés dans le crématorium voisin. À Auschwitz peut désormais brûler plus de 4500 corps par jour. Auschwitz-Birkenau porte au plus haut degré de perfection la mise en œuvre du génocide. Ici, les chambres à gaz opèrent jour et nuit, avec une efficacité clinique. À des années-lumière de l'horreur des chambres à gaz, Hitler s'absorbe dans son grand projet de méga voie ferrée. Ses ingénieurs lui proposent 47 plans de nouvelles locomotives. Excellent travail. Un projet de cette ampleur est un immense défi technique. Avec ses 6 mètres de large et près de 7 mètres de haut, cette locomotive diesel électrique éclipsera toutes les autres machines existantes. Elle tirera 10 énormes voitures et transportera près de 2000 passagers dans un luxe inégalé. Ce sera le plus grand train de voyageurs du monde. Il y aura même une salle de cinéma de 200 places.
Hitler a toujours été extrêmement détaché de la réalité, mais cela empire au cours de la guerre. C'est absolument absurde. D'une part, il orchestre la Shoah, et de l'autre, il rêve d'une méga voie ferrée qu'il n'a tout simplement pas les moyens de construire. Fin 1944, le cours de la guerre s'inverse. À l'est de la Vistule, dans le nord de la Pologne, les nazis reculent en combattant devant une armée rouge de retour en force. Les camps de concentration risquent d'être découverts. Au bord du fleuve, Tony Pollard cherche les traces d'un pont ferroviaire sur lequel les nazis comptaient pour enrayer l'avancée soviétique. Nous sommes sur la berge occidentale de la Vistule, à environ 400 mètres du fleuve. Et j'ai repéré ce qui ressemble à une partie du pont. Ah oui. C'est très clair. En regardant par là, je suis juste dans l'alignement du pont. Je vois les piles. De cet angle, le fleuve n'a pas l'air très large. La Vistule, large de 500 mètres, constitue un obstacle majeur pour l'acheminement du ravitaillement de la Wehrmacht. Il est vital pour les Allemands qu'une voie ferrée enjambe le fleuve. C'est la seule façon d'envoyer suffisamment d'hommes et de matériel sur le front de l'Est. C'est essentiel, et ce pont est l'une des composantes majeures de la mégastructure ferroviaire. 1500 hommes du génie commencent la construction d'un pont ferroviaire en août 1944. La méthode de construction est visible. Ils ont enfoncé des caissons d'acier dans le lit du fleuve et ils ont coulé du béton à l'intérieur. On voit l'armature d'acier qui dépasse. Mais les Soviétiques progressent rapidement, repoussant les Allemands vers le fleuve. L'arrêt suivant du côté occidental, c'est Berlin. Et Hitler lui-même dit qu'il faut tenir la Vistule. Mais fin janvier, la situation est désespérée. Les Soviétiques sont littéralement sur leurs talons. Et le 27 janvier, la décision de faire sauter le pont est prise. Ça a dû être déchirant pour les ingénieurs. On voit les traces de l'explosion. L'acier a été arraché. Regardez. Après avoir fait sauter le pont ferroviaire, la Wehrmacht tente de défendre le fleuve. Mais en février 1945, l'armée rouge traverse la Vistule. La Vistule n'est pas seulement une barrière physique, c'est aussi un symbole. Quand les Soviétiques la franchissent, il est clair que la fin de la partie approche. En chassant les nazis d'Europe de l'Est, les Soviétiques vont découvrir l'horreur des camps. L'armée rouge déferle en Europe. Au cours de leur retraite, les nazis commencent à évacuer les camps de concentration afin de couvrir leurs crimes. Le système concentrationnaire est presque démantelé. Il est mis en mouvement. Les déportés d'Auschwitz-Birkenau sont évacués à pied. À un moment donné, les prisonniers de camps entiers partent en train. C'est comme si les camps de concentration étaient devenus des unités mobiles sur rails. Mais l'empire ferroviaire des nazis se réduit et les trains n'ont nulle part où aller. À la fin de la guerre, les Juifs ne font que tourner en rond à bord de ces trains. Pour certains, le moment de la libération ne se passe pas dans un camp de concentration classique, mais dans un wagon, car les gardes ont disparu à l'approche des Alliés. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques libèrent le camp d'Auschwitz. Elles découvrent les preuves de tuerie massive qui choquent le monde entier. Bien que 60 000 prisonniers aient été évacués en secret, les libérateurs trouvent 7 000 malades et mourants. En tout, plus d'1 million de victimes ont été tuées à Auschwitz. Lorsque les Alliés entrent dans les camps, ils n'arrivent pas à comprendre comment une telle chose a pu se produire en Europe au XXe siècle.
Ils ont l'impression que c'est surréaliste. En Europe, la guerre entre dans sa phase finale. La Luftwaffe a perdu la maîtrise des airs et les trains de ravitaillement sont désormais exposés aux attaques aériennes. Les gares de triage ont sauté, les rails ont sauté, les ponts ont sauté. Ce sont les chemins de fer allemands qui apportent la nourriture, les armes, les munitions, le matériel. Ils apportent tout, et à partir du moment où ils ne remplissent plus leur mission, l'Allemagne commence à imploser. Les nazis aux abois tentent de freiner l'avancée alliée. Le loup du rail arrache des centaines de kilomètres de traverses dans tout l'empire de la Reichsbahn. Il revient à Albert Ganser-Müller d'informer Hitler que le réseau ferré ne fonctionne plus. Heil, mein Führer. Mein Führer, j'ai le regret de vous annoncer que la Reichsbahn ne garantit plus la circulation. Il faut poursuivre nos efforts en vue d'une percée. Les trains doivent rouler à nouveau. Veillez-y. Ganser-Müller est incapable d'exécuter les ordres d'Hitler. Ce train spécial, qui était un symbole de pouvoir, n'est plus que l'instrument de la retraite dans une ville en ruine. La puissante capitale d'autrefois était devenue un lieu de décombres, de débris, de carnage. Il ne restait pas un arbre, pas un immeuble qui n'ait été endommagé ou détruit. Au cœur de son bunker, Hitler sombre dans la paranoïa et le déni. Alors que les Alliés sont aux portes de Berlin, il se coupe du monde extérieur. Pourtant, en mars 1945, il s'accroche toujours à son rêve d'un avenir glorieux pour l'Allemagne et son réseau ferroviaire. Mais ce réseau, les bombardements l'ont mis hors service. Et le 30 avril 1945, le Führer reconnaît la défaite et se suicide. Un mois plus tard, des agents des services de renseignement britanniques capturent Himmler alors qu'il tente de s'enfuir avec de faux papiers au nom d'Heinrich Hitzinger. Mais avant qu'on puisse l'interroger, le chef de la SS se tue en avalant une capsule de cyanure. Ganser-Müller, le secrétaire d'État au transport, s'enfuit en Argentine. Il ne sera arrêté et accusé de crimes de guerre qu'à la fin des années 1970. Il subit un infarctus juste après le début des audiences. Il s'en remet et vit jusqu'à 91 ans. Mais son procès n'aura jamais lieu. L'Holocauste n'est pas l'œuvre que d'un ou deux individus. C'est la mobilisation de tout un État dans le but de perpétrer un génocide. Au total, les nazis ont tué 6 millions de juifs. À la fin de la guerre, les nazis essaient de couvrir leurs épouvantables crimes en brûlant la plupart de leurs archives. Toutefois, celle de la circulation des personnes en train existe encore. Les archives ferroviaires et les dossiers retrouvés dans les camps attestent que la plupart des victimes assassinées dans les centres d'extermination y sont arrivées en train. Ces documents ont fourni la preuve que la plus grande des mégastructures du régime nazi a joué un rôle crucial dans la pire atrocité de l'histoire.